Bonjour André. Bonjour. Vous êtes président de l'association Aviso. Qu'est-ce que c'est Aviso? Aviso, c'est une association qu'on a créée avec toute une série de bénévoles qui sont tous spécialisés, qui ont en tout cas une connaissance dans le domaine des dérives sectaires, par leur profession, par leur passé professionnel, et qui ont décidé de se mettre au service d'une cause, c'est celle de l'accueil, de l'écoute et du suivi des victimes et des familles de victimes qui, à un moment donné, se retrouvent confrontées à des dérives sectaires. Donc c'est une association qui est née officiellement sous forme d'ASBL il y a maintenant plus de 10 ans et qui a fait suite à tout un travail. Je veux dire que ce n'est pas une association qui est née par hasard. Je l'ai souhaité à l'époque parce que j'avais eu l'occasion de faire un travail à l'époque où j'étais parlementaire et de présider un groupe de travail qui évaluait les recommandations de la commission d'enquête de 1996. Vous n'êtes pas sans savoir que suite au drame de l'ordre du Temple solaire, dont on parle récemment beaucoup, puisqu'il y a 30 ans que ce drame est intervenu avec un suicide collectif, un pseudo-suicide collectif et des enfants mineurs qui étaient au milieu des victimes, ça a suscité évidemment un émoi important en France d'abord et puis en Belgique. Il y a eu une commission d'enquête qui a émis un certain nombre de recommandations et il a été question 10 ans plus tard d'évaluer ce qui avait été mis en place. Est-ce que les pouvoirs publics faisaient bien leur job en matière de protection des populations à l'égard de ce phénomène. Et donc tout ce travail, tout ce bain m'a fait prendre conscience qu'en fait, en Belgique, en termes d'aide aux victimes et aux victimes collatérales de dérives sectaires, il y avait très très peu de choses. Et je crois d'ailleurs devoir dire aujourd'hui que dans le paysage associatif qui milite dans ce domaine, je pense qu'Aviso reste encore peut-être le seul actif sur le territoire belge. Quelles sont les missions principales d'Aviso, les grands objectifs de cette association? Alors, la mission principale, d'abord, c'est d'être à l'écoute des gens qui nous appellent par un contact, par un lien, par notre site internet. Le premier contact se fait comme ça. Notre mission, alors, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner, soit d'apporter une réponse s'il y a une question précise, du genre « Tiens, ma maman fait partie de tel groupement, nous nous inquiétons parce qu'elle s'isole de plus en plus. » Par exemple, est-ce que vous connaissez le mouvement? Là, on doit faire part d'une réponse à la question qui est posée et on est aidé en cela par le CIAOSN, organisme officiel qui dépend du ministère de la Justice et qui dispose de fiches sur les associations sur lesquelles ils ont travaillé. Soit c'est des personnes qui posent des questions qui relèvent plutôt d'un conseil juridique ou d'un conseil psychologique. Et là, nous travaillons alors en sous-traitance avec des personnes qui sont compétentes. Nous sommes la première ligne. Hein. Nous écoutons et puis nous orientons. L'objectif est effectivement que les gens trouvent une réponse à leurs questions autant que faire se peut. Hein. Deuxième mission, c'est plus une mission de prévention. Donc Aviso organise régulièrement des activités d'information, va organiser un certain nombre de conférences dans le domaine public accessible à tous pour attirer l'attention sur ce que nous observons dans le paysage des dérives sectaires aujourd'hui. Peut-être, ça, la troisième mission d'information, elle se fait par nos outils traditionnels, par le site internet et par la page Facebook qu'on vient de lancer, ainsi qu'une vidéo de sensibilisation. Un élément sur lequel je veux insister très fort, c'est que la base de notre action, ce n'est pas de juger. La base de notre action, c'est d'apporter une aide et c'est de respecter aussi, évidemment, et les législations et la Constitution, qui garantit la liberté totale à chacune et à chacun de faire choix d'une philosophie, d'une religion, d'une morale, de participer à des groupes. Tout ça doit rester respecté et respectable. Et donc, on ne juge pas.
on est inquiet et on trouve que ça relève de notre responsabilité ainsi que celle des pouvoirs publics si à un moment donné, à l'intérieur d'une organisation, on va expliquer à quelqu'un que plutôt que de faire une chimio pour un traitement du cancer, on peut passer la lumière ou on peut faire des pratiques qui ne sont pas avérées, qui prouvées scientifiquement. C'est important. Donc chacun est libre d'adhérer, chacun est libre de vivre ses convictions, c'est fondamental. Et en tant que démocrate, nous y sommes extrêmement attachés. Mais là où nous sommes attentifs, c'est aux dérapages, aux dérives. Est-ce que dans l'ensemble des demandes qu'Aviso a reçues, il y en a une qui vous reviendrait et que vous pourriez partager dans cette vidéo parce qu'elle était particulièrement marquante et illustrative de votre travail? Bien, allez, pour l'instant, notre association traite à peu près, je dirais, 200 demandes par an. Dans cette demande, il y a toutes sortes de demandes. Il y a toutes sortes de demandes, mais en sortir une qui est plus frappante que d'autres, je ne le ferai pas. Je peux m'en expliquer. Parce que le problème des personnes, il est important pour eux, pour elles. Celui qui vient avec un problème, c'est son problème, donc il est important. Donc ils sont tous importants. C'est quoi la nature des demandes? C'est des demandes souvent documentaires. J'ai entendu qu'un groupe s'installait près de chez moi. J'ai un proche de ma famille qui a rejoint une organisation. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ça, c'est le type de demande. L'autre type de demande, ça peut être « j'essaie d'en sortir ». J'ai pris conscience que j'étais dans une situation peut-être où j'étais abusé. J'essaie d'en sortir, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est aussi une partie du travail qui est importante. Et là, on le retrouve dans tout un secteur. Je dirais que, sans faire théorie longuement, on est sorti des grands mouvements classiques de l'histoire à des mouvements apocalyptiques basés sur la fin du monde, qui fonctionnaient bien sur une imagerie qui est, pour ma génération, très imprégnée, puisque tout ça a été fort ancré dans l'enseignement quand j'étais petit. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est différent, mais pour nous, cette imagerie-là fonctionnait bien. Et donc, ces grandes organisations apocalyptiques ont eu leur succès et continuent d'ailleurs à l'avoir. Mais ce qui est très interpellant, et vous parliez de questionnements qui interpellent, c'est le foisonnement aujourd'hui de zones d'activité de ces organisations. On est parti dans le développement personnel, dans la formation professionnelle, on est parti dans l'éducation et on est parti surtout, et c'est là que je répondrai à votre question, dans le domaine de la santé. J'ai eu récemment quelqu'un qui est en grande difficulté par rapport à son état cardiologique. Je ne suis pas médecin, mais qui me faisait part de cela, qui a été orienté par le bouche à oreille vers un praticien pour lequel qu'il a vu, qui lui plaçait des fioles sur le torse et puis qui lui proposait d'autres traitements. La personne était en questionnement en disant « j'ai envie d'avoir une certitude que je vais guérir et que mon état de santé va s'améliorer, mais je m'inquiète quand même de la pratique. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?» Oui, on a pris des contacts, mais avec le monde médical, bien évidemment, pour apporter à l'intéressé des réponses adéquates et le mettre en garde sur les dangers qu'il encourait. Donc ça veut dire que toutes les situations ne sont pas de ce niveau-là, mais à chaque fois, en tout cas, il y a des possibilités de dérive, il y a des possibilités de personnes qui perdent pied, de personnes qui se retrouvent manipulées et de personnes qui mettent leur santé en danger. J'ai souvent envie de dire que ces mouvements où on constate ces dérives, ils ont un objectif, c'est formater les cerveaux, c'est broyer les consciences et c'est broyer les portefeuilles. Aviso est une association dont vous êtes le président. Qui d'autres composent cette association? Quel est leur profil? Le profil, c'est, je pense en tout cas, que sur le territoire belge, sur la douzaine de personnes qui composent notre conseil d'administration et nos membres adhérents, on rassemble
celles et ceux qui ont une expertise du secteur ou qui y ont travaillé. Ça peut être à la Sûreté de l'État, ça peut être au Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles, CIAOSN, ça peut être de la police fédérale, qui a des sections terroristes et sectes. Donc c'est des gens dont ça a été le métier et qui aujourd'hui, ne le sont pas tous, mais une grande majorité, qui sont de jeunes retraités et qui ont envie de mettre leurs compétences et leurs connaissances du terrain sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on agit en Wallonie et du côté de Bruxelles, la partie francophone qui est la plus importante à Bruxelles. Aviso a une dizaine d'années en termes de constitution d'ASBL. Quels sont les résultats qui ont déjà été obtenus en 10 ans? Quelles actions a-t-elle pu déjà poser par le passé? Au-delà du fait de répondre aux gens qui nous interpellent, mais il faut bien admettre qu'à partir du moment où en Belgique, personne ne s'occupe du problème, le fédéral, la justice, la Sûreté de l'État, 33 priorités à la Sûreté de l'État, il n'y a plus que les 3 premières sur lesquelles on travaille. C'est logique, c'est le radicalisme, c'est le terrorisme, et je ne conteste pas cela. Mais le travail, en tout cas, à l'égard des dérives sectaires, passe au second plan. Donc le fédéral ne fait pas le job. Quand on interroge les pouvoirs publics en disant « mais est-ce qu'on peut être un peu soutenu pour être plus efficace ?» faire de la promotion de nos activités. On nous dit oui, mais c'est compliqué, et on sait que l'État belge est compliqué. Soit c'est la communauté française, prévention, soit c'est la région wallonne, santé publique, et on se balade. Donc on a obtenu un premier soutien financier de la région et de la Fédération de Bruxelles en 2024, pour lequel il y a aujourd'hui point d'interrogation. Les dossiers suivent leur cours, et j'espère bien qu'on continuera à être soutenu pour un peu professionnaliser. Mais vous comprenez que 12 bénévoles aussi méritants et compétents ne peuvent pas travailler 7 jours semaine sans un minimum de soutien technique. Et donc là, on verra. Et si il faut continuer à travailler à titre bénévole complètement, nous, les administrateurs ne gagnent rien dans l'opération. Mais on avait, par exemple, une collaboratrice à tiers-temps qui a dû nous quitter ici à la fin 2024 parce qu'on n'a pas de réponse aux moyens. Mais on a fait quand même des choses au-delà de répondre aux gens. On a organisé plusieurs colloques importants sur la dérive sectaire, en matière de santé, sur le complotisme qu'on retrouve aussi en toile de fond aujourd'hui via les réseaux sociaux, qui sont de nouvelles sources d'hameçonnage de victimes. On a fait ce boulot-là, on a fait des soirées d'information, on a tourné un peu partout où c'était possible, aux 4 coins de la Wallonie, pour aller expliquer le phénomène et notre perception. Ça, c'est ce que nous avons fait et que nous allons continuer à faire. Mais nous devons nous adapter à la modernité aussi. Il faut qu'on puisse être présent sur les réseaux sociaux, parce que c'est là aussi qu'aujourd'hui, malheureusement, je le regrette, mais c'est mon âge qui fait que je le regrette, le débat a plutôt... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un débat, mais les échanges, en tout cas, se font. Quel projet Aviso a-t-elle dans un futur plus ou moins immédiat? Y a-t-il des actions, des interventions qui sont prévues pour bientôt? Alors, pour bientôt, évidemment, il y a notre travail au quotidien avec les personnes qui nous interpellent. Il y a une conférence qui va être remise au goût du jour, adaptée à la situation d'aujourd'hui, et qui va pouvoir commencer à tourner début 2025, je l'espère. Et le 20 juin, nous organisons au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un colloque sur le thème des dérives sectaires multisectorielles, avec une série d'intervenants qui seront de très haut niveau. Et ce colloque aura lieu sur invitation, évidemment. Et donc c'est aussi un moyen de mettre en lumière le phénomène, et parfois, quand les médias s'intéressent au sujet, de leur donner un peu, de leur permettre de rebondir dans les médias. Il y a de temps en temps des médias qui font des articles ou des télévisions qui font des reportages intéressants sur le sujet, et à chaque fois, Aviso répond évidemment présent, face caméra, pour remplir cette mission de prévention. De prévention sans juger.
Aviso est donc une association d'aide aux victimes. Est-ce qu'il y a, selon vous, un type de victime, un profil des personnes qui sont plus vulnérables ou plus facilement recrutables par des organisations dites sectaires? Alors, je ne vais pas définir un profil psychologique type. Je crois qu'il faut être prudent aussi. Et donc, d'abord se dire que lorsqu'on se retrouve dans un mouvement de cette nature-là, ça peut être parce qu'on est en situation de vulnérabilité momentanée, ça peut être aussi par choix. Hein, je veux dire, on n'est pas dans un premier temps complètement victime à tous les coups. On peut très bien être en recherche de réponses à des questions existentielles auxquelles personne n'a d'ailleurs jamais su répondre jusque-là. D'où venons-nous, où allons-nous, le ciel, les étoiles, et puis après, tout le monde se pose ces questions-là, tout le monde cherche ses réponses et se construit ses réponses. Et donc, on a déjà là deux états d'esprit différents pour affronter un mouvement. Mais on constate quand même régulièrement que sont hameçonnées des personnes qui sont plus momentanément dans un moment difficile. Ça peut être un décès dans la famille, ça peut être un problème professionnel, ça peut être un problème affectif, une rupture. Et ils se trouvent face à des associations qui, dans un premier temps, sont accueillantes. Et sont accueillantes et sont ouvertes. Et font en sorte que souvent les gens s'y sentent bien. Ou en tout cas, à qui on promet qu'on va donner des réponses à leurs questions. Ou qu'on va les aider dans leur situation. Ce qui est un faux semblant. On peut en convenir. Mais qui est une manière de mettre les gens en confiance. Et plus les gens sont alors dans ce système, plus ils perdent leur notion de liberté de penser, souvent, parfois même de liberté d'action, coupés du monde extérieur, parfois coupés de la famille, dans les cas extrêmes, hein, je ne dis pas que c'est le cas partout, et qu'il faut qu'effectivement, à un moment donné, il y ait une perte de repères, il y ait une mise sous suggestion mentale à l'égard d'un gourou, à l'égard d'un groupe, à l'égard de leaders, ou d'un ensemble de personnes, qui font que les gens ne sont plus eux-mêmes et ont perdu leur liberté de conscience totale. Donc, moi je ne veux jamais dramatiser. Il ne faut pas avoir peur de sortir de chez soi en se disant il y a des gourous partout, c'est pas ça, mais il faut simplement savoir qu'il y a des organismes, qu'il y a des associations, qu'il y a des mouvements dont l'objectif peut paraître dans un premier temps très généreux, mais que souvent on constate au fil des expériences recueillies que la générosité, on l'attend surtout de celui sur qui on met le grappin, en l'occurrence celui qui va devenir l'adepte et qui, de façon parfois même irréfléchie, va y donner tout son temps, va y donner toute son énergie et va y donner souvent beaucoup d'argent. Aviso s'occupe de personnes vulnérables ou en situation de faiblesse, que ce soit temporaire ou de manière plus durable. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette loi sur l'abus de situation de faiblesse qui existe en Belgique? Bien évidemment, on sait qu'il y a déjà un certain nombre d'incriminations pénales qui permettent de poursuivre. C'est la confiscation des biens, par exemple. C'est la suppression d'associations dont on pourrait constater que entre l'objet social et ce qui est mis en œuvre, il y a déviance, il y a la pratique illégale de la médecine, pour ne citer que ces incriminations-là. Mais on a constaté, et j'ai constaté, il y a maintenant quelques années, puisque la loi a été votée en 2011 à la Chambre des représentants, quand j'étais député fédéral là-bas, qu'il y avait un manque dans notre dispositif pénal. Et la réponse, on l'a trouvée en France. Parce qu'en 2011, il y avait déjà à peu près 10 ans que la loi française, qui s'appelle la loi Abou-Picard, du nom du sénateur Abou et de la députée Picard, républicain d'un côté et socialiste de l'autre, au nom de la République, à l'unanimité, ont adopté cette législation sur l'abus de faiblesse. On l'a adaptée au droit belge, on l'a, ce serait prétentieux de dire amélioré, mais on l'a complétée par une série de constats qu'on avait fait. Ce n'est pas une loi anti-sexe, c'est une loi qui permet à un juge de condamner quelqu'un qui aurait abusé de la faiblesse d'autrui. Alors, la faiblesse d'autrui, ça peut être dans le cadre d'une dérive sectaire. Je rappelle que quand ils ont porté leur évaluation en France,
on était à peu près à 6-7 condamnations par an pour dérive sectaire, mais c'est aussi l'abus de la faiblesse de la personne âgée, par exemple, où en France, on était à la même époque à entre 5 et 600 condamnations par an. Ça peut être aussi l'abus de faiblesse en pratique commerciale, où on vend 3 tonnes de poudre à lessiver à une vieille dame qui n'a pas de machine, pour faire caricature. Donc ça veut dire que ce n'est pas une loi anti-secte, c'est une loi qui permet de condamner quelqu'un qui a abusé de la faiblesse d'autrui, et surtout qui l'a amené à poser des actes qu'il n'aurait pas amené s'il avait été en pleine conscience, s'il avait été totalement libre, comme la plupart d'entre nous. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire, par exemple, pour être encore plus concret, que quelqu'un qui s'est retrouvé dans un groupement dont le leader, le gourou, considérait par exemple qu'il était de bon ton d'avoir des relations sexuelles avec lui pour qu'il puisse transmettre quelques savoirs, quelques connaissances spirituelles, que sais-je. La personne à l'époque, quand cette loi n'existait pas, qui à un moment donné prenait conscience qu'elle avait été abusée sexuellement dans ce cas-ci, et qui allait se plaindre, on lui disait, mais vous étiez consentante? Oui. Ben oui. À l'époque, je l'étais. Et vous avez porté plainte? Non. Et vous avez fait un constat de coups et blessures? Non. On me disait, ben écoutez, madame, prochaine fois, ou monsieur, hein, soyez prudente. Aujourd'hui, quelqu'un qui prend conscience qu'elle a été abusée sexuellement, financièrement, enfin, de toutes les sortes, de toutes les façons, et qui dit, je réclame jugement et je réclame réparation, parce qu'on a profité de ma faiblesse momentanée pour me faire commettre des actes que je n'aurais pas commis autrement, eh bien, un juge peut décider. Alors, ça a fait débat, parce que ça veut dire aussi qu'on peut accuser à peu près n'importe qui de n'importe quoi et engager une procédure. Mais il y a quand même des balises qui sont mises, et la justice a son expérience, et la justice est capable... Mais l'outil existe aujourd'hui. Il est trop peu utilisé, je crois qu'il faut qu'on fasse connaître, mais l'outil existe. Merci André, c'était très riche, très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour ceux qui regardent cette vidéo? Le conseil, c'est d'être prudent, d'être attentif surtout à soi et aux autres, et de ne pas hésiter à prendre contact avec Aviso ou avec les autorités, la police par exemple, en cas de doute sur des situations qui seraient repérées au quotidien auprès de vos proches ou auprès de votre famille. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est celui-là, et c'est de répéter aussi la nécessaire prudence dont on doit faire preuve au quotidien, parce que toutes les techniques s'affinent au fil du temps. Et loin est le temps où il suffisait de sonner une porte pour convaincre. Aujourd'hui, on utilise des moyens modernes de communication qui sont encore plus redoutables. Parce que quand on a quelqu'un qui frappe à la porte, on a un visage en face de soi, et un être humain, même s'il est un peu formaté. Mais quand on est derrière son écran, on ne sait pas qui on a. Et on croit qu'on a beaucoup d'amis, mais c'est des amis virtuels, et ça, il faut s'en méfier.